La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Chers élèves, mais également tous ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons depuis quelque temps pour les révisions des candidats pour la préparation du baccalauréat. Lors de mon dernier passage, j'avais abordé la question de la définition de la philosophie. Généralement, on intitule cette leçon « Qu'est-ce que la philosophie ?» Qu'est-ce que la philosophie? Et c'est l'occasion pour revenir sur les différentes interrogations sur la problématique de manière générale que pose cette leçon. Une leçon fondamentale, d'autant plus que, comme je l'avais dit, la plupart des apprenants n'ont jamais rencontré la philosophie dans leur cursus. Donc il est important qu'on essaie de leur dire ce qu'est la philosophie. Nous avions tout de suite fait remarquer qu'il n'y avait pas une réponse unique à cette question. Moi, je préfère parler de réponse unique que de réponse exacte. C'est vrai qu'il y a des définitions intéressantes de la philosophie, on pourrait même dire précises de la philosophie, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une définition sur laquelle tous les philosophes sont tombés d'accord. On avait essayé d'expliquer un tant soit peu les raisons, mais avant ça, on avait commencé par clarifier une chose concernant l'origine de la philosophie, parce que nous avions opposé principalement deux auteurs, Jean-Pierre Vernant et Ernest Renan. Ernest Renan disant qu'on ne pouvait pas expliquer comment les Thalès, l'école de Milet en l'occurrence, a fait pour donner naissance à la philosophie. Voilà. Il a même une expression consacrée pour dire cela, le miracle grec. Et je dis souvent aux élèves, à chaque fois que vous voyez cette expression miracle grec, vous l'avez mentionné lors du premier cours, le miracle grec, n'est-ce pas? Renan, Ernest Renan, veut dire par là qu'il n'y a pas de raison précise sur lesquelles on peut s'appuyer pour expliquer ce qui s'est passé dans la tête de Thalès pour donner naissance à la philosophie. Nous avions dit lors de ce cours-là que Jean-Pierre Vernant, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, a essayé de montrer que c'est une énorme erreur que de vouloir dire que personne ne peut expliquer la naissance de la philosophie. Parce que d'après lui, il y a bien des raisons qui ont été à l'origine de la naissance de la philosophie. Et c'est ça que nous avons essayé lors du premier cours à expliquer, à donner ces différentes raisons. Pour rappel, il a simplement montré que la philosophie est née grâce à l'instauration de la démocratie. J'avais rappelé l'une de ses phrases choc de son livre Les origines de la pensée grecque, n'est-ce pas? Avènement de la police, naissance de la philosophie. La police, j'avais dit que ce n'est pas la police comparée à la gendarmerie. Ici, c'est le mot grec police, n'est-ce pas? Qui signifie cité démocratique, n'est-ce pas? C'est-à-dire une cité, un État, on dirait aujourd'hui, où règne la démocratie. Et Jean-Pierre Vernant a montré que ce sont les règles de la démocratie qui ont servi, n'est-ce
n'est-ce pas, à établir, n'est-ce pas, le discours philosophique. Et on avait rappelé les 3 règles concernées, en l'occurrence la libre discussion, n'est-ce pas, le débat contradictoire, mais également l'affrontement des arguments contraires. Les philosophes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ces 3 règles qui étaient en vigueur dans le domaine politique pour les transposer dans le domaine intellectuel. Et c'est ça qui a permis à la philosophie de trouver un terreau fertile pour donner naissance justement à ces disciplines dont nous parlons aujourd'hui. Nous en avions profité aussi pour expliquer également pourquoi il n'est pas facile de parvenir à une définition unique de la philosophie. Pour la bonne et simple raison que la philosophie, ce n'est pas la même chose que les sciences. Il y a une seule façon de faire les sciences, mais quand je le dis, je m'empresse de préciser que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat en sciences. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir en épistémologie. On ne peut pas dire qu'il y a une seule mathématique, qu'il y a une seule physique, parce qu'il y a des mathématiques en concurrence, il y a des physiques en concurrence, n'est-ce pas? Mais quand je dis qu'il y a une seule façon de faire de la science, c'est que l'unanimité est beaucoup plus facile sur le plan scientifique que sur le plan philosophique. Maintenant, pourquoi en philosophie cette unanimité n'est pas facile? Nous avions dit l'une des premières raisons qu'on peut évoquer, c'est la subjectivité de la réflexion philosophique. Parce que la philosophie, ce n'est pas une discipline scientifique qui se règle à partir des objets étudiés. Parce que, surtout concernant les sciences expérimentales, ce qui permet d'arbitrer les différents points de vue, c'est simplement l'objet étudié. Voilà. Chacun est libre de dire ce qu'il pense sur un objet, mais en définitive, l'expérimentation faite sur l'objet pourra permettre de savoir qui a raison, qui a tort. Alors que la philosophie, elle, ne prend pas, ne considère pas l'objet comme étant un arbitre, n'est-ce pas? Parce que ce qui est important en philosophie, ce ne sont pas les objets, c'est le sujet qui pense. C'est le sujet qui pense. C'est pourquoi l'objet ne peut pas jouer le rôle d'arbitre comme il le fait en science. Donc, en philosophie, on ne peut pas totalement taire ce qui vient de l'individu en termes de personnalité, en termes d'individualité. Même si le philosophe peut s'efforcer à réduire le maximum cette part de subjectivité, mais cette subjectivité n'est pas interdite, n'est-ce pas, comme c'est le cas en science. Même si, ça aussi il faut le préciser, il y a une certaine subjectivité résiduelle en science, une science totalement objective aussi n'existe pas. Donc, comme nous parlons à des élèves et nous voulons les aider, si la question leur était posée, pourquoi les philosophes ne tombent pas d'accord sur la définition de la philosophie, nous l'avons dit, l'élève peut dire dans un premier temps que c'est dû à la subjectivité. Subjectivité de la réflexion philosophique. La subjectivité de la réflexion philosophique. Le philosophe est une personne, n'est-ce pas, à qui on ne demande pas de mettre de côté intégralement sa personnalité. Ce n'est pas pour rien que Nietzsche d'ailleurs dit, au fond, toute philosophie est la confession de son auteur. Il y a toujours des traces de l'individu dans son œuvre. C'est pourquoi je dis également aux élèves, pour donner une illustration, que ça soit facilement compréhensible, on peut très bien utiliser le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, même si on ne connaît pas qui est Pythagore, qui est Thalès. Parce que la connaissance de Thalès, la connaissance de Pythagore ne constitue pas une exigence pour comprendre, utiliser le théorème. Parce que la personnalité, les personnalités de Thalès et de Pythagore n'interfèrent pas dans leur théorème. Alors que
si nous appuyons sur la philosophie de Pythagore, la philosophie de Thalès, on ne peut pas faire l'impasse sur leur biographie. On ne peut pas comprendre la philosophie de Descartes si on ne sait pas, si on ne connaît pas, n'est-ce pas, une bonne partie de la biographie de Descartes. C'est la même chose avec Pythagore, c'est la même chose avec Thalès, parce que leur pensée est étroitement liée, n'est-ce pas, à leur propre personnalité, à leur itinéraire, à leur vécu, n'est-ce pas, aux problèmes qu'ils ont également rencontrés personnellement dans leur vie. Ce qui en science est mis de côté, alors qu'en philosophie, elle n'est pas le cas. Et c'est accepté en philosophie, cette situation est acceptée. C'est pourquoi on affirme que la pensée philosophique est une pensée qui est subjective. Deuxième raison que nous avions évoquée, c'est la sociologie. Quand nous parlons de sociologie, nous avons dit que les philosophes, comme toutes les personnes, vivent dans des sociétés. Et les sociétés sont différentes les unes des autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la personnalité, on n'exige pas de façon radicale, totale, aussi que le philosophe gomme tout ce qui renvoie à sa société, à sa culture. Parce que même s'il le voulait, il est forcément influencé par sa société. On ne peut pas ne pas être travaillé par les déterminants culturels de son milieu. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme Heidegger écrit que la philosophie parle grec. Parle grec, ce n'est pas seulement une affaire de langue, parce que toute langue aussi charrie une certaine culture, n'est-ce pas, transporte une certaine culture. Donc, qu'on le veuille ou non, la philosophie de quelqu'un est liée d'une façon ou d'une autre à sa culture, de façon consciente ou bien de façon inconsciente. Donc, comme deuxième raison, l'élève peut dire, dans la mesure où les philosophes vivent dans des sociétés différentes, vivent dans des cultures différentes, il est difficile qu'ils s'entendent sur la même définition de la philosophie. Parce que ce qu'un philosophe africain considère comme étant de la philosophie ne peut pas être a priori la même chose que ce qu'un philosophe américain, n'est-ce pas, va considérer comme étant de la philosophie. Parce que les réalités africaines ne sont pas les mêmes que les réalités américaines. La preuve, il y a des philosophies qu'on domicilie plus aux États-Unis qu'on domicilie en Afrique. Quand on parle de l'ethnophilosophie, on pense tout de suite, par exemple, à l'Afrique, alors que quand on parle de pragmatisme, n'est-ce pas, on pense à la philosophie anglo-saxonne. Et ça, c'est tout à fait accepté et acceptable en philosophie, mais c'est inimaginable dans le domaine scientifique. On ne peut pas dire des mathématiques africaines ou bien des mathématiques américaines. On ne peut pas dire une physique américaine, une physique africaine. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, si on pose à deux philosophes qui viennent de cultures, de sociétés différentes, qu'est-ce que la philosophie? Il est normal qu'ils ne parviennent pas à la même définition. Qu'ils ne parviennent pas à la même définition. S'ils n'y parviennent pas, on le comprend bien, c'est tout à fait normal. La troisième raison dont je n'ai pas parlé la dernière fois, c'est celle qu'un philosophe comme Gilles Deleuze, qui est un philosophe français du XXe siècle, a donné. Parce que Gilles Deleuze dit, ça l'a toujours étonné qu'on dise que les philosophes ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Tout le monde se rappelle de cette phrase d'Aristote quand il dit « les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord ». Autrement dit, les philosophes ne sont d'accord sur rien. Voilà. Et Deleuze dit ça l'a toujours étonné. Pour une pensée comme la philosophie, qui est une pensée d'une cohérence beaucoup plus grande que la pensée scientifique. Ça peut étonner, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais pour Gilles Deleuze, la cohérence exigée en philosophie est beaucoup plus grande que la cohérence exigée dans le domaine scientifique. Et que, par conséquent, si deux philosophes ne tombent pas d'accord, c'est une bizarrerie, n'est-ce pas? C'est à la limite même un scandale. Mais Gilles Deleuze,
n'est-ce pas, est un philosophe français, n'est-ce pas? L'élève peut seulement mettre Deleuze, terme tout simple, dit qu'il a compris finalement pourquoi les philosophes ne tombent pas d'accord. Parce qu'il dit, si vous lisez de près les systèmes philosophiques, ou bien les philosophies tout simplement, même celles qui ne sont pas des systèmes, les problématiques abordées par les philosophes ne sont jamais les mêmes. Si nous prenons Aristote et Platon, quand Aristote lui dit le philosophe, c'est celui qui a un savoir total dans la mesure du possible, là où Platon lui considère que philosopher, c'est apprendre à mourir, Gilles Deleuze dit que c'est parce que, au fond, la problématique sur laquelle se penche Platon, ce n'est pas la même chose que la problématique sur laquelle se penche Aristote. Parce que Platon, lui, son problème, c'est comment trouver un étalon, un critère de véracité, parce que dans une atmosphère, dans un régime démocratique où personne n'a plus le monopole de la vérité, parce que tout le monde est égal devant la loi, l'isonomia, cette fameuse isonomia, c'est égalité devant la loi. L'égalité de la loi a comme pendant l'égalité devant la vérité. Donc il fallait trouver un moyen pour départager les différents points de vue. Vous voyez? Donc, le philosophe, n'est-ce pas, essaie de trouver qu'est-ce qui peut arbitrer, n'est-ce pas, les différentes théories, les différents points de vue des uns et des autres. Vous voyez? Et pour le faire, il faut que le philosophe mette en avant sa raison, n'est-ce pas, au détriment de son corps. Parce que, comme Platon le dit, le corps est la prison de l'âme. Le corps constitue un handicap, n'est-ce pas, pour la raison. Donc, celui qui apprend à mourir, ce n'est pas celui qui apprend à se suicider. Ce n'est pas le suicide que Platon demande, mais c'est celui qui sait maîtriser ses passions, n'est-ce pas, maîtriser son corps, maîtriser ses instincts, pour donner à la raison toute la place qu'elle doit avoir pour pouvoir se concentrer sur la recherche du vrai. Donc, le bon philosophe, d'après Platon, c'est celui qui a su triompher des désirs du corps, n'est-ce pas, maîtriser ses passions, n'est-ce pas, pour que la raison puisse se déployer entièrement et pouvoir jouer le rôle du corps. Alors que Aristote, lui, en tant qu'esprit encyclopédiste et biologiste, n'est-ce pas, il a essayé de montrer qu'on ne peut pas être un bon philosophe si on n'a pas quelque part des connaissances, le maximum de connaissances, n'est-ce pas, de son époque. Voilà. La philosophie est une sorte d'encyclopédie, mais il n'a quand même pas dit que le philosophe doit tout savoir. Encore que, s'il le disait, ça n'aurait aucun sens. Mais il dit, si on est bon philosophe, il faut savoir le maximum de choses dans tous les domaines de son époque. C'est ça qu'il veut dire en disant la philosophie est un savoir total dans la mesure du possible. Quand je dis souvent aux élèves que si vous voulez être un bon philosophe ou bien un bon apprenti philosophe, il faut que vous aimiez la recherche, la lecture et que vous puissiez être prêt à tout lire. Parce que le philosophe n'a pas de cloison, n'a pas de frontières. D'ailleurs, la façon dont le programme est libellé montre très bien que le philosophe réfléchit sur quasiment tous les thèmes de la vie. Vous voyez? Donc, ça, on l'a dit. Et là, si je récapitule, on a déjà 3 raisons qui montrent que si on se base, il y en a d'autres, si on se base sur 3 raisons, on peut déjà commencer à expliquer qu'il est normal que les philosophes ne tombent pas d'accord les uns avec les autres. En plus de cela, il faut montrer que, et ça, il faut lever le malentendu, parce que si on se met à expliquer pourquoi les philosophes ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur la définition, c'est comme si quelque part il y avait un regret de ne pas avoir une définition. Alors que c'est le contraire. Parce que si les philosophes tombaient d'accord sur une seule définition de la philosophie, ça aurait signifié, n'est-ce pas, qu'ils ont
les mêmes réponses aux mêmes questions, que le fait seulement d'avoir des personnalités différentes sur le plan psychologique, le fait de vivre dans des sociétés différentes sur le plan culturel, fait que les questions même ne sont pas les mêmes. Les questions qu'on pose en Chine, les questions qu'on pose au Brésil, les questions qu'on pose en Europe, ce n'est pas forcément les mêmes questions, les mêmes problématiques qu'on pose en Afrique. Donc, ce qui est étonnant, ce qui serait étonnant en philosophie, c'est que les philosophes puissent dire tous la même façon, la philosophie c'est ceci. Nonobstant le débat posé par Paul Ntonji dans son ouvrage sur la philosophie africaine, ça aussi les élèves doivent le savoir, donc sur la philosophie africaine, où le philosophe béninois Paul Ntonji essaie de montrer, n'est-ce pas, je viens d'écrire ça, donc Paul Ntonji essaie de montrer que on ne devrait pas suivre les ethnophilosophes, ce qu'il appelle les ethnophilosophes. Là aussi, c'est dans le programme officiel de philosophie de terminale. Donc il y a ce débat dont on parle également dans cette leçon entre l'ethnophilosophie et l'europhilosophie. Lequel débat a été posé par le philosophe Temples, le révérend père Temples, n'est-ce pas, quand il a sorti son livre La philosophie bantou. La philosophie bantou en 1945. Parce que c'est le révérend père Temples, qui est un missionnaire belge, qui a essayé de montrer que, contrairement à ce que l'on a toujours dit, les Africains, n'est-ce pas, avaient bel et bien une philosophie cachée dans leur culture. Les Bantous étant une ethnie comme les Wolofs, comme les Yoruba, ils ont leur propre philosophie qui se mélange avec leur vécu. Et que la définition de la philosophie dans ces conditions-là, la philosophie n'est qu'une simple vision du monde. Le terme allemand qu'on utilise en classe de philosophie, c'est Weltanschauung, n'est-ce pas, qui est le terme allemand qui désigne, n'est-ce pas, la définition de la philosophie comme simple vision du monde. N'est-ce pas, ici. La philosophie comme simple vision du monde. Et si la philosophie est simple vision du monde, ça se mélange avec l'ethnologie. C'est pourquoi les europhilosophes refusent de considérer ceux qui sont avec Temples comme étant des philosophes. Ils leur collent l'étiquette d'ethnophilosophe pour montrer que ce n'est pas des philosophes purs, n'est-ce pas, de vrais philosophes, n'est-ce pas, mais c'est des intellectuels qui font une confusion entre l'ethnologie et la philosophie. Alors que ceux qui sont dans le camp de Temples, eux, disent que si les europhilosophes, c'est eux aussi qui les appellent les europhilosophes, ils refusent de les appeler des philosophes parce qu'ils disent qu'ils ont le complexe des philosophes européens, d'où le nom de europhilosophes. Donc, pour les ethnophilosophes également, si les europhilosophes leur refusent le nom de philosophe, c'est parce qu'ils prennent un complexe, n'est-ce pas, vis-à-vis des philosophes européens. Donc, c'est un débat. Et Ntonji, ce qui m'a amené à parler de ce débat-là, a voulu montrer que la philosophie ne pouvait pas, n'est-ce pas, être une pensée ethnologique. Autrement dit, on ne peut pas dire que chaque peuple, chaque culture a sa propre philosophie. Dans l'ouvrage sur la philosophie africaine, il dit que la philosophie n'est pas un système. Voilà. Si on entend par système un ensemble de connaissances, etc., figé, n'est-ce pas? Parce que la philosophie pour lui c'est un débat, mais un débat sans être rebondissant. Et il dit hors de ce débat, il n'y a pas de philosophie. Or, dans l'ethnophilosophie, il n'y a pas de débat, parce que Temples le dit bien dans la philosophie bantou,
on ne peut pas critiquer la philosophie bantou, parce que critiquer la philosophie bantou, c'est remettre en cause même l'être du bantou. Parce que le bantou, s'il est bantou, c'est parce qu'il est totalement confondu avec sa philosophie dans sa vie de tous les jours. Voilà. Untonjibi, ce n'est pas possible. Pour pouvoir critiquer une philosophie, il faut bien qu'on sache à qui appartient cette philosophie, qui a été à l'origine de cette pensée. Vous voyez? Donc, il n'est pas d'accord qu'on définisse la philosophie comme une simple vision du monde, comme une simple façon de voir le monde. Pour lui, la philosophie a des critères universels auxquels elle doit respecter, auxquels elle doit se référer pour être admise comme telle. Et ces critères-là sont la rationalité, n'est-ce pas, la critique, l'écrit, parce qu'une philosophie doit s'écrire dans des livres. C'est pourquoi autant Untonji dénie à l'ethnophilosophie, la philosophie, autant il accepte que l'Afrique a eu une philosophie, mais une philosophie qui a commencé avec Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, n'est-ce pas? Pour Untonji, le premier philosophe africain, c'est Kwame Nkrumah, parce que c'est lui qui, en 1964, a sorti le premier livre qu'on peut qualifier de philosophie africaine, Conscientisme. En anglais, Conscientisme. Pour les autres philosophes, c'est ce livre-là qui date réellement la naissance de la philosophie. Et non pas se mettre à dire que les philosophes, les Wolofs ont une philosophie, les Diola ont une philosophie, les Bantou ont une philosophie, les Yoruba ont une philosophie. Pour eux, ça n'a aucun sens. Il faudrait plutôt parler d'ethnologie au lieu de parler de philosophie. Donc, ce que cache ce débat, et l'élève, c'est ce qu'il doit percevoir derrière ce débat-là, c'est une problématique de définition de la philosophie. Donc, d'où le titre de notre leçon, comment faut-il définir la philosophie? Et on voit nettement ici, à partir de ce débat, que à partir du moment où on n'est pas d'accord sur la façon de définir la philosophie, il y a des conséquences qui en découlent. Voilà. C'est pourquoi la problématique de la définition de la philosophie est une problématique extrêmement importante. Voilà. Maintenant, si on pose le débat dans ces termes-là, ça nous permet de prolonger ce que nous avions commencé la dernière fois, en montrant que Jean-Pierre Vernant ne s'est pas limité à montrer que la démocratie a été le terreau fertile de la philosophie. Il a également posé cette équation que nous avions rappelée en disant autant l'aristocratie allait de pair avec le mythe, autant la démocratie, n'est-ce pas, doit aller de pair avec la philosophie. Ce qui nous permet justement d'aborder ce concept très important en classe de philosophie qui est le mythe. Pourquoi l'aristocratie ou la monarchie, n'est-ce pas, vont de pair avec le mythe? Parce que les régimes politiques qui ont besoin, pour légitimer le pouvoir, de se référer aux dieux, aux traditions, pour montrer pourquoi les rois, les dirigeants, méritent ou bien ont le droit de diriger. Les conséquences, on les connaît, c'est que dans tel régime, la vérité, n'est-ce pas, appartient à une catégorie d'individus, comme le pouvoir appartient à une catégorie d'individus. C'est ça la conséquence. C'est pourquoi le mythe, en tout cas tel que l'on peut le définir déjà avec son étymologie grecque, mythos, le mot mythos grec signifie parole, récit. Un récit raconté par la parole, parce qu'au début, il n'y avait pas l'imprimerie et tout, donc c'était des récits mémorisés
et qui se transmettaient de génération en génération. Et ces récits-là permettaient d'expliquer l'origine de toutes choses, y compris le pouvoir. C'est pourquoi, justement, si on définit le mythe à part son étymologie, on peut trouver une constante avec la croyance mythique, c'est que le mythe, n'est-ce pas, essaie toujours de déterminer l'origine des choses. Donc, essaie toujours de déterminer l'origine des choses. On voit bien ici la théogonie qui situe l'origine des dieux, du grec théos et genesis. Théos est le mot grec qui signifie Dieu, n'est-ce pas? Théos. Genesis, naissance. Donc le mythe raconte la naissance des dieux. Et ici, la référence, ou bien les références qu'il faut avoir pour les élèves, c'est Hésiode. Hésiode, dans sa théogonie. C'est dans la théogonie d'Hésiode qu'il nous raconte l'origine des dieux. Parce que contrairement aux religions monothéistes qui considèrent Dieu comme étant le commencement absolu, pour la mythologie, les dieux n'ont pas été les premiers au monde. Il y a eu d'abord le monde et les dieux ont été engendrés au fur et à mesure. Ce qu'il y a eu d'abord, c'est le chaos, n'est-ce pas? Ce que les Égyptiens avaient appelé le nous. Et à partir du chaos, que l'ordre a été conquis et que le rôle des dieux, c'est de préserver l'ordre, la permanence de l'ordre sur le désordre. Voilà. Donc, le mythe nous dit clairement, ce qui est inimaginable dans les religions monothéistes, que les dieux ont une naissance. C'est ça qu'on appelle la théogonie. N'est-ce pas? Zeus, si nous sommes dans la mythologie grecque, n'est-ce pas? Zeus n'a pas été le premier dieu. S'il est devenu le patron des dieux, le chef des dieux, c'est parce qu'il a vaincu son père Cronos. Cronos aussi, la même chose, son père Uranus et Gaïa, n'est-ce pas, qui lui ont donné naissance, notamment Uranus qui ne voulait pas se détacher de sa mère Gaïa. Voilà. Donc, origine des dieux, mais origine également du monde. Cosmos, le mot cosmos, c'est le mot grec qui signifie le monde organisé, le monde ordonné. Vous voyez, le mot Genesis revient, naissance, donc également le mythe nous raconte l'origine du monde. L'anthropogonie également, l'origine de l'homme. Hein, l'homme également a une origine. Donc, le mythe se meut essentiellement dans ces trois sphères pour nous dire, comme je l'ai dit, d'où viennent les choses et que rien n'est le fait du hasard. Tout ce que nous voyons et que nous ne voyons pas vient de quelque part à une époque bien déterminée. Sauf que, et ça aussi, il faut le signaler parmi les caractéristiques du mythe, cette époque-là n'est pas situable dans le temps. Et ici, l'auteur que les élèves doivent se référer, c'est Mircea Eliade, qui est vraiment celui que l'on cite, Mircea Eliade, qui nous dit que le mythe raconte une histoire sacrée. Voilà. Une histoire sacrée qui a eu lieu dans le temps primordial. Le temps fabuleux des commencements. Oui, et il met commencement entre guillemets pour montrer que ce commencement-là n'est pas datable dans le temps, n'est pas situable dans le temps. Avec le mythe, on ne dira jamais en telle année, telle chose a commencé à dire. On va dire il était une fois, il fut un temps. Parce que, effectivement, l'événement qu'on raconte s'est produit à une époque où il n'y avait pas encore le temps. C'est le temps avant le temps
c'est la période primordiale. Et ça, c'est une faiblesse également du mythe, parce que de ce point de vue-là également, la justification, la vérification va être très difficile. Parce que si ce que l'on raconte, personne ne peut dire à quel moment cela s'est produit, ça constitue, n'est-ce pas, une faiblesse de l'explication. Mais autant, on ne peut pas dire l'époque, mais autant on ne peut pas dire non plus l'auteur. Parce que c'est vrai, Hésiode a écrit la Théogonie, mais on ne peut pas dire que c'est Hésiode qui a créé ces mythes. Lui, c'est seulement l'écrivain. C'est la même chose avec l'Iliade et l'Odyssée de Homère, qui raconte la guerre de Troie. Mais les spécialistes sont d'avis que Homère n'est pas l'auteur, en réalité, unique du récit qu'il raconte. Donc, le mythe, pour que ça soit très clair dans la tête des élèves, est un type de savoir qui était là avant la philosophie. Vraiment, s'il y a un repère à donner aux élèves, c'est que la philosophie, comme la science d'ailleurs, n'a pas toujours existé. Avant, et ça c'est un repère très très clair, avant l'arrivée de la philosophie, il y avait ce qu'on appelait les premières approches du réel. Les premières approches du réel ou les pensées concrètes. Quelles sont ces premières approches? Pourquoi on les appelle d'ailleurs premières approches? C'est-à-dire que c'est les premières tentatives que l'homme a utilisées pour répondre aux questions qu'il se posait. Et on peut même reculer pour montrer pourquoi l'homme a cherché à avoir des savoirs, fut-il des savoirs comme premières approches du réel. En l'occurrence, on cite 4 savoirs qui sont concernés ici. Le mythe dont nous venons de parler, mais la légende également, le conte, n'est-ce pas, la magie. Voilà les 4 savoirs essentiellement que l'on cite comme étant les premiers savoirs avant l'arrivée de la philosophie. Et si on dit avant l'arrivée de la philosophie, il faut dire aussi avant l'arrivée de la science. Parce que comme nous aurons à le montrer, la science est née, n'est-ce pas, également de la philosophie. Oui. Maintenant, tout à l'heure, je disais, pourquoi l'homme, dès le départ, très tôt, a créé ces savoirs, que ce soit le mythe, la légende, le conte, la magie, chacun avec une fonction bien déterminée. Je viens de dire, le mythe raconte l'origine de toute chose, mais la légende concerne généralement une personne à qui on ajoute des choses extraordinaires. Par exemple, Djibril Tamsinian a écrit Sundiata ou l'épopée mondaine, où il nous parle de Sundiata de manière légendaire, parce qu'il dit de Sundiata des choses qu'un homme normal ne peut pas faire. Donc la légende est moins riche sur ce plan-là que le mythe, parce que la légende cible une personne. Le conte, comme beaucoup le savent, a une finalité morale, moralisante, n'est-ce pas? C'est pour donner des leçons de morale, des règles de vie à l'individu. La magie constitue un peu la technique des premiers hommes, c'est-à-dire autant le mythe est un savoir ésotérique, caché, sacré, n'est-ce pas? La magie est le moyen par lequel on applique ces savoirs-là pour régler des problèmes de la vie quotidienne. Donc il ne s'agit pas de la magie comme jeu, comme on la voit dans les télévisions. Ici, il s'agit de la magie comme connaissance mystique, n'est-ce pas, qui prétend pouvoir agir sur le cours des événements pour changer le destin d'un individu. C'est ça, ce que nous appelons magie en philosophie, d'ailleurs, qui est le sens technique du terme. Mais c'est pas le magicien, c'est pas le joueur, n'est-ce pas, qui est à la télé pour faire des scènes. Mais ici, on parle de la magie comme étant celui qui dit avoir des savoirs ésotériques cachés. Parce que quand on dit savoir ésotérique, on l'oppose toujours à savoir exotérique, qui n'est pas un savoir caché, mais un savoir accessible, n'est-ce pas, à n'importe qui.
Parce que ce qu'il faut savoir également concernant le mythe, c'est que le mythe n'est pas un savoir qui était au départ mis à la disposition de tout le monde. Le savoir n'était pas démocratisé. Oui, la démocratisation du savoir, on le verra, c'est avec l'arrivée des premiers philosophes qui vont ouvrir des écoles. Mais que ce soit en Égypte antique, que ce soit dans les traditions africaines, beaucoup de traditions, le savoir n'est pas disponible, accessible à toutes les couches de la société. On se rappelle bien la phrase de Amadou Hampâté-Bâ, quand il dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Le savoir n'est pas immédiatement transmissible à n'importe qui. Voilà, il faut le mériter. Il faut en avoir, n'est-ce pas, le droit. Voilà. Hein? C'est la même chose en Égypte également. Le savoir n'était pas un savoir démocratisé, les bibliothèques n'étaient pas accessibles à tout le monde. La preuve, même les philosophes, ces premiers philosophes dont nous parlons, qui étaient en Égypte pour approfondir le savoir, vont pavoiser des années durant en Égypte sans pouvoir avoir l'autorisation expresse d'entrer dans les bibliothèques. Ouais. Donc le mythe, c'est un savoir gardé, réservé à une catégorie d'individus, parce que c'est un savoir ésotérique. C'est pourquoi l'école traditionnelle, c'est l'initiation. Même ici en Afrique, n'est-ce pas, il y a un âge, une période où on transmet ces savoirs-là, et si vous ne faites pas partie de cette période-là, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Et je renvoie souvent les élèves au roman de Camara Laye, L'Enfant Noir, où il montre que tant qu'il n'a pas fait la case de l'homme, il ne pouvait pas avoir sa case, il ne pouvait pas prétendre avoir une famille. Donc, on voit nettement que ces premiers savoirs-là étaient utilisés par l'homme pour répondre aux questions qu'il se posait. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'homme a besoin de créer des savoirs pour répondre à ces questions. Et c'est là où le cours d'ailleurs devait commencer, parce que l'homme, ce qui le différencie fondamentalement de l'animal, c'est qu'il est doté de raison. Nous sommes des êtres rationnels. Voilà. Contrairement aux animaux qui ne sont pas dotés de raison, qui n'ont que leur corps à entretenir. Voyez. C'est pourquoi l'animal, fondamentalement, n'a que des besoins corporels. Comment manger, boire, à la limite se reproduire. Mais un être humain ne peut pas limiter sa vie à boire, manger, se reproduire. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui lui exige, qui lui pose d'autres besoins, qu'on peut appeler ici des besoins spirituels. Donc l'homme, en plus des besoins corporels qu'il partage avec l'animal, il a également des besoins spirituels. Je veux dire par là, spirituel, ça renvoie à l'esprit. L'homme est quelqu'un qui voudrait bien savoir d'où est-ce qu'il vient. Et quand on dit ici, d'où vient l'homme, on ne peut pas dire son père et sa mère, parce que tout de suite on vous dira, votre père et votre mère également, d'où est-ce qu'il vient. C'est-à-dire, comment l'homme a fait pour venir au monde. La problématique de l'origine de l'homme. Ça, ce n'est pas une question corporelle de soif, de boisson, de nourriture, mais c'est une question qu'on dirait métaphysique, c'est-à-dire ça dépasse le quotidien, ça dépasse la matérialité, ça dépasse la nature. Vous voyez, chaque homme également voudrait savoir quel est le sens de l'existence, pourquoi nous sommes là. Je dis souvent aux élèves, si on vous dit à quoi sert ce tableau, vous pouvez me dire tout de suite pourquoi. À quoi sert ce portable, vous pouvez le dire. Mais si on vous dit, vous, à quoi vous servez vous-même? Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre raison d'être? En dehors, bien sûr, des réponses religieuses, parce que dès que vous dites, oui, selon l'islam, selon la Bible, c'est ça, vous êtes dans le domaine théologique. Or, ici, en philosophie, nous sommes dans le domaine de la rationalité. Donc, la question du sens de l'existence de l'homme, c'est très opposé aux hommes, et ils ont voulu savoir. Mais la question la plus ardue, la plus sensible, c'est la question de l'après-vie, ce qu'on appelle la destinée. L'homme,
parce qu'il a une raison, il sait qu'il va mourir. Il a une vie qui est limitée dans le temps, et il arrive de temps en temps d'avoir peur ou d'avoir une angoisse. Il dit, et si je mourais aujourd'hui, est-ce que j'irai? Est-ce que j'irai? Parce que malgré tout ce qu'on a dit par les religions, cette question reste toujours vivace. Toujours vivace. L'homme voudrait bien savoir qu'est-ce qui l'attend après la mort. Et ça, les religions ont beau dire, les religions ont beau rassurer, on peut dire que ça n'a pas totalement rassuré tout le monde. La preuve, quasiment tout le monde a peur de mourir. Personne n'est tellement pressé à mourir. Mais si on savait de manière claire, définitive, que si on meurt, on est quelque part, il y a beaucoup d'ailleurs qui feraient le bagage depuis lors, hein, parce qu'il y en a pour qui l'existence n'est pas tellement intéressante. Mais même si l'existence de quelqu'un n'est pas intéressante, il n'est pas prêt à mourir. Et ne parlons pas de suicider, parce qu'il est démontré que même pour le suicider, au dernier moment, il faut toujours rattraper son geste. Vous voyez? Donc l'homme, comme je disais tout à l'heure, n'a pas que des besoins corporels, il a également des besoins spirituels. Et c'est là où se meut la réflexion philosophique. C'est pourquoi on parle du mythe dans un cours de philosophie. Mais nous avons voulu voilà, retourner à une période où on peut expliquer pourquoi l'homme est quelqu'un qui s'interroge, qui se pose des questions. Voilà. Parce que si on se limite à dire que oui, les premiers hommes utilisaient les mythes, la magie, la légende, le conte, l'explication pourrait ne pas être complète. Il faut bien qu'on explique pourquoi l'homme est un être qui se pose des questions. Pourquoi nous sommes des êtres qui passons notre temps à nous interroger. Pourquoi nous ne vivons pas comme les animaux, les plantes? Parce que, après tout, nous ne sommes pas les seuls êtres dotés de vie. Les plantes, comme les animaux, vivent comme nous. Mais ils n'ont pas le même mode de vie que nous. Nous avons dit, c'est sur ça que nous sommes quittés tout à l'heure, que c'est parce que l'homme a plus d'avoir un corps et doté de raison, d'autres diront d'intelligence. Et c'est parce que nous avons une raison, une intelligence, même si les deux ne signifient pas exactement la même chose, que l'homme est un être qui se pose énormément de questions. Et les trois questions fondamentales dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la question de l'origine, la raison d'être de l'individu, mais également de sa destinée. Ça n'a rien à voir, ces questions n'ont rien à voir avec les questions de nourriture, de réussite professionnelle, de vie de famille. Voilà, parce que, quoi qu'on dise, ce n'est pas le matériel qui fait totalement la vie de l'individu. Ça peut sembler naïf et même exagéré de le dire, mais si on y réfléchit bien, il y a bien des personnes qui ont réglé le problème matériel, ils ne se plaignent pas sur le plan matériel, et pourtant ils ne sont pas si sereins que ça, ils ne sont pas si heureux même parfois que ça. Ça signifie tout simplement que l'homme, l'existence humaine n'est pas totalement satisfaite par le matériel. On a beau avoir tout l'ordre du monde, n'empêche qu'il y a des jours où on a peur, des jours où on est découragé, des jours où on se pose des questions, même si on n'a pas de problème de nourriture, de boisson et même d'argent. Ça signifie quoi? Ça signifie, comme je l'ai dit, qu'à côté des besoins corporels de l'homme, il y a des besoins spirituels. Et c'est parce que justement, l'homme a des besoins spirituels que très tôt, il a cherché à donner des réponses aux questions qu'il se posait. Comme à l'époque, il n'y avait ni philosophie, ni science, ni religion monothéiste, parce que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, ces religions également n'ont pas toujours existé. Donc l'homme a vécu pendant longtemps sur la terre sans qu'il y ait islam, christianisme, judaïsme, science, philosophie. Et comment
il se débrouillait pour répondre aux questions qu'il se posait, pour satisfaire sa curiosité. Il se basait, comme je l'ai dit, sur les premières approches du réel, ou bien les pensées concrètes, à savoir le mythe, la légende, le conte et la magie. Une autre question qu'un élève pourrait poser est pourquoi on parle plus du mythe que des autres trois savoirs. Je l'ai presque dit tout à l'heure, c'est que le mythe répond à plus de questions que la magie, que la légende et le conte. Parce que les trois autres savoirs, c'est des savoirs limités, n'est-ce pas, concentrés sur des domaines bien particuliers. Alors que le mythe a une portée générale, n'est-ce pas, et beaucoup plus exhaustive, parce qu'il s'attaque, n'est-ce pas, à toutes les questions que l'homme se pose. Maintenant, j'ai intitulé le deuxième point, au-delà du point qui porte sur l'origine de la philosophie, j'ai intitulé le mythe comme mode de pensée anté-philosophique, je viens de l'expliquer. Anté, c'est avant. C'est-à-dire, avant la philosophie, il y avait le mythe. Mais j'ai dit également anti-philosophie. Autrement dit, le mythe, anti c'est contre. C'est-à-dire, pour être philosophe, il faut rompre avec la croyance mythique. Il est entendu que la croyance mythique repose sur la foi, pour faire simple. Parce que l'objectif, encore une fois, de ces cours-là, c'est pour aider les élèves à mieux comprendre les cours qu'ils ont déjà fait en classe, ou bien qu'ils vont faire en classe avant les examens. Pourquoi j'insiste beaucoup sur les éléments fondamentaux sur lesquels les élèves peuvent s'appuyer. Donc, j'ai dit tout à l'heure que si le mythe est anti-philosophique, c'est parce que la pensée mythique repose sur la foi, repose sur le sacré. Or, la foi, comme le sacré, sont des sentiments qui relèvent de la sensibilité de l'homme. Nous sommes dans le domaine de la sensibilité. Alors que la raison, comme l'entendement, comme les facultés, sont du domaine de l'esprit. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les facultés de l'esprit. Donc c'est ça qui fait que le mythe, pour le philosophe, pour la philosophie, n'est pas une pensée satisfaisante. Pourquoi? Parce que le mythe exige la croyance. Quand on vous raconte une histoire mythique, il ne vous est pas permis de la contester. D'où un des défauts que la philosophie trouve au mythe, le dogmatisme. Le dogmatisme. Dans notre dogmatisme, on a le mot dogme. On a le mot dogme. N'est-ce pas? Et un dogme, ici, peut être considéré comme une vérité intouchable. N'est-ce pas? Donc, une vérité intouchable, considérée comme éternelle, qu'il n'est pas permis de remettre en cause. C'est pourquoi le mythe ne permet pas à qui que ce soit de la communauté, faisant partie de la communauté, de contester l'histoire qui est racontée. Parce que contester l'histoire qui est racontée, c'est quelque part contester le mode de vie de la communauté. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le mythe, en tant que savoir, c'est le mythe qui dicte. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme ce grand philosophe français qui dit finalement le mythe met sur pied ou bien établit un paradigme. C'est quoi un paradigme? Dans ce cadre-ci, c'est un ensemble de connaissances toutes faites sur lesquelles on se base pour répondre aux questions qu'on se pose. Chaque communauté a un ensemble de savoirs, un ensemble de réponses qu'elle inculque à ses membres pour leur permettre, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, de s'y appuyer pour y répondre. C'est ça qu'on appelle un paradigme.
Donc, le mythe, en tant que paradigme, c'est-à-dire en tant que système de savoir, a des répercussions sur le plan pratique sous forme de rite. Pourquoi? L'un des déterminants du mythe, c'est également le rite, qui est justement le comportement requis aux membres d'une communauté pour montrer qu'ils acceptent, qu'ils adhèrent au mythe. Ce qui veut dire que remettre en cause un mythe, ce n'est pas seulement remettre en cause des savoirs, c'est déstabiliser un mode de vie. Ce n'est pas pour rien que les premiers philosophes, et même ceux qui les ont suivis, ont toujours eu généralement des problèmes avec leur communauté. Le philosophe est très souvent mal perçu, incompris, souvent agressé. N'est-ce pas? On se moque de lui parce que son discours est en déphasage avec le discours dominant, ambiant, habituel que l'individu a l'habitude d'entendre. Et comme les autres sont plus nombreux, c'est lui qui est minorisé. Pourquoi le philosophe, par essence, est quelqu'un qui est isolé. C'est quelqu'un qui est marginalisé et il doit faire d'énormes efforts pour pouvoir s'intégrer sans peine dans la société. Et ça découle du fait que, contrairement à cette pensée traditionnelle qui est le mythe, et même quelque part à la religion, parce que sans pour autant vouloir établir une équivalence entre la pensée mythologique et la religion, en l'occurrence les religions monothéistes, il faut dire quelque part que les critères de fonctionnement sont pratiquement les mêmes. Parce que dans les religions également, il est question de foi, dans les religions, il est question de transcendance des êtres surnaturels, ou bien d'êtres surnaturels, d'un être surnaturel. Mais dans les religions également, il est question de sacralité. Dans les religions également, il est question de dogmatisme. Voilà. Donc, la preuve d'ailleurs, ces mythes faisaient en même temps office de religion pour ces premiers hommes. Quand on parle de la mythologie grecque, cette mythologie, la mythologie égyptienne, c'est une mythologie doublée d'une religion. Doublée d'une religion. Donc, on n'exagère rien en disant que cette fonction d'imposition du mythe, c'est la même fonction que joue la religion. Donc, quiconque essaie de prendre un recul, ses distances avec ces types de pensées-là, est souvent mal perçu, mal vu, et il en subit généralement les conséquences. Parce que le mythe, en tant que pensée dogmatique, ne tolère pas le débat, ne tolère pas la discussion, ne tolère pas la remise en cause. Et on comprend à partir de ce moment pourquoi les premiers philosophes vont rompre avec l'explication mythique. Parce que c'est un mode de pensée cohérent, intéressant, mais qui ne peut pas être prouvé. Personne ne peut dire si ce que le mythe raconte est vrai ou faux. Pourquoi les philosophes, pour faire naître la philosophie, ont été obligés de rompre, de prendre leur distance avec l'explication mythique. Cela n'a rien à voir en passant avec la réintégration du mythe par certains philosophes sur lesquels on reviendra plus tard. Où le mythe est perçu comme un mode de pensée logique, etc. Mais ce n'est pas le thème de cette leçon. Mais ici, ce qu'il faut retenir pour l'élève, c'est de savoir que si les philosophes ont abandonné les mythes, si les philosophes ont abandonné la magie, si les philosophes ont abandonné la légende, ont abandonné le conte, c'est parce que c'est des modes de pensée qui ne sont pas satisfaisants sur le plan rationnel. Parce que ce qui motive le philosophe, c'est la rationalité, c'est la preuve, c'est ce qui est justifiable. Une pensée qui est établie sur des arguments, bien sur des preuves. Ce que la pensée mythique ne peut pas satisfaire. C'est pourquoi, pour que la philosophie naisse, il a fallu cette rupture. Maintenant, qui a été à l'origine de cette rupture?
sans entrer dans le débat, parce qu'on y reviendra, posé par Cheikh Anta Diop, qui considère que ce sont les Égyptiens qui ont été les premiers philosophes, mais habituellement, c'est l'école de Millet. L'école de Millet qui est considérée comme la première école philosophique à avoir rompu avec l'explication mythique. Pourquoi Millet? Millet se trouvait en Ionie, qui à l'époque était une colonie de la Grèce. C'est sur cette presqu'île que 3 philosophes, à commencer par le premier, Thalès. Pourquoi on le considère comme étant le premier philosophe de l'histoire? Parce que les autres sont des disciples. En l'occurrence, Anaximandre. Anaximène. Ce sont ces 3 philosophes-là qu'on appelle les Millésiens, en référence à Millet. Ici, les Millésiens, ou bien les Ioniens, en référence à l'Ionie. Quand vous voyez un texte, vous avez un texte dans lequel il y a le mot Millésien ou Ionien, sachez que ces mots-là renvoient aux mêmes philosophes, aux 3 premiers philosophes que sont Thalès, Anaximandre et Anaximène. C'est eux que l'on considère généralement comme ayant inauguré le discours philosophique. Maintenant, quand, comme je l'avais dit lors du premier cours, la date de naissance, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà la date de naissance de la philosophie. Date de naissance, 6e siècle avant Jésus-Christ. Lieu de naissance, Lyonie, Millet. C'est comme si on disait d'un Dakarois sénégalais. Voilà. Un Dakarois est un Sénégalais. Donc si on dit Millésien, c'est la même chose que dire un Lyonnais. Tu vois? Donc lieu de naissance, Lyonie, avec Millet comme presque sa capitale, bien sa capitale carrément. La date de naissance, 6e siècle. Mais là aussi, il faut faire une précision, parce que parfois, on donne comme date de naissance 4e siècle avant Jésus-Christ. Et parfois, les élèves sont déroutés, parce que comment on peut donner 2 dates de naissance? C'est parce que ceux qui donnent 4e siècle avant Jésus-Christ se réfèrent à la philosophie socratique. Se réfère à Socrate. Alors qu'ici, 6e siècle, on se réfère à ces premiers philosophes qu'on appelle les pré-socratiques, c'est-à-dire tous les philosophes qui sont venus avant Socrate, à l'exception de Démocrite, qui est contemporain à Socrate. Pourquoi maintenant? Parce que pour certains, Socrate est le premier, avec les sophistes, à centrer le discours philosophique autour de l'homme. Le fameux connais-toi toi-même, n'est-ce pas, de l'oracle de Delphes. Alors que les présocratiques sont réputés faire des recherches sur la nature pour essayer de déterminer l'élément ou les éléments sur lesquels on peut se baser pour expliquer rationnellement tout ce qui existe. Lesquels éléments, il les appelait l'arché. L'arché, le même mot grec qui a donné archéologie. Donc, l'arché, c'est le principe à partir duquel, et généralement c'est un principe naturel, mais parfois il n'est pas naturel, donc c'est le principe à partir duquel on peut tout expliquer.
ces premiers philosophes qu'on appelle les présocratiques, on les appelait également des physiciens. Des physiciens ou bien des physiologues. En référence à la physis, n'est-ce pas? Donc ici, physiologue, parce que le mot grec qui indique la nature, c'est le mot physis. Donc si on les appelle des physiciens, des physiologues, on veut dire par là que c'est des chercheurs qui cherchaient la connaissance dans la nature. C'est pourquoi certains ne les considèrent pas à proprement parler comme des philosophes, ils les considèrent plus comme des scientifiques. C'est pourquoi ce débat-là, justement, existe sur les deux dates de naissance. Ceux qui dénient aux présocratiques leur qualité de philosophe préfèrent parler de la naissance de la philosophie avec Socrate. Parce que c'est avec Socrate que l'interrogation philosophique porte sur l'homme, a comme centre, n'est-ce pas, de préoccupation l'homme. Alors que les présocratiques, eux, leur centre de réflexion, c'est la nature. Parce que les présocratiques ont apporté deux innovations majeures, également l'utilisation de la raison. Et tout de suite, on peut faire une comparaison. Eux, ils s'appuient sur la nature, alors que le mythe s'appuie sur le surnaturel. Le surnaturel. Eux se basaient sur la raison, alors que le mythe s'appuie sur la foi. Eux s'appuyaient sur l'homme, alors que le mythe s'appuie sur les dieux. Eux s'appuyaient sur le concept, alors que le mythe s'appuie sur le symbole. Eux s'appuyaient sur le profane, alors que le mythe s'appuie sur le sacré. Ainsi de suite. Donc il y a une vraie révolution de la pensée qui fait que la pensée change de nature parce qu'il y a derrière la volonté de prouver, de valider ce que l'on dit. C'est pourquoi quand Thalès dit tout vient de l'eau, aujourd'hui on peut ne pas être d'accord avec ça, parce que beaucoup de ces réponses ne sont plus pertinentes aujourd'hui, mais ce qui reste inchangé, c'est cette volonté, n'est-ce pas, de ne plus se référer aux êtres surnaturels. Ils ne disent plus le Dieu de l'eau, ils ne disent plus le Dieu du vent, mais ils disent le vent, ils disent l'air, ils disent l'eau, qui sont des éléments de la nature. Donc le changement de paradigme est très clair. On se limite, on se cantonne à la nature pour essayer d'expliquer l'origine des choses. Quelque part, on met en congé les dieux, on met de côté les dieux, et c'est l'homme qui apprend à se débrouiller avec sa raison pour répondre aux questions qu'il se pose. Quand je l'ai dit la dernière fois, l'une des définitions simples qu'on pourrait donner de la philosophie, c'est de dire que la philosophie n'est rien d'autre qu'une réflexion qui fait confiance à la raison humaine pour apporter des réponses. Cette confiance, le fait de ne plus recourir aux dieux, le fait de ne plus recourir à des êtres surnaturels, de demander à l'homme, d'exiger à l'homme d'utiliser sa raison, son intelligence pour résoudre ses problèmes. Je donne un seul exemple. À supposer qu'on le considère comme un philosophe, même s'il n'est pas à proprement parler philosophe, quelqu'un comme Hippocrate, le père de la médecine moderne. Avant lui, quand quelqu'un était malade, on s'adressait au dieu de la médecine, Asclépios, qui est chez les Grecs. Asclépios, qui était le dieu de la médecine, qui avait son temple, un lieu où les malades allaient dormir, et pendant leur sommeil, leur apparaissait un rêve qui leur indiquait, n'est-ce pas, le remède ou bien l'origine de leur maladie. Et que le prêtre se chargeait d'actualiser, de réaliser tout ça.
Mais avec l'arrivée de Hippocrate, il essaie de montrer que la maladie n'est rien d'autre qu'une panne de la machine corporelle. Au lieu de parler des dieux, au lieu de parler des esprits, il essaie de comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement des organes, comme un mécanicien essaie de comprendre le fonctionnement d'un véhicule pour pouvoir le réparer. Donc ici, on est dans la rationalité, on est dans la physique, on est dans la nature, on n'est plus dans le surnaturel. Et c'est justement ce changement-là que les présocratiques, ces philosophes qu'on appelle présocratiques, ont opéré. À commencer, comme je l'ai dit, par les Milésiens, mais après les Milésiens, on peut très vite citer d'autres. Parmi les plus célèbres, il y a les pythagoriciens, avec Pythagore à la tête de l'école. N'est-ce pas? Il y a les atomistes, avec Démocrite et Leucippe. Dans cette école-là, on peut citer Héraclite d'Éphèse, n'est-ce pas? On peut citer Empédore, on peut citer Anaxagore, ainsi de suite. Tous ces philosophes-là, c'est eux qu'on appelle les pré-socratiques, pré-avant Socrate. Encore une fois, qu'est-ce qui les différencie de Socrate? C'est que eux, ils s'interrogeaient sur la nature. Périphysios. Alors que Socrate, lui, a pour cible l'homme. Son interrogation porte sur l'homme. Vous voyez? Et comment on appelle l'élément qu'il cherchait chacun pour expliquer les choses? Je l'ai dit, c'est l'arché. C'est pourquoi autant Thalès va dire que c'est l'eau, autant Anaximandre va dire que c'est l'indéterminé, bien l'infini. Anaximandre va dire que c'est l'air. Héraclite va dire le feu. Démocrite, ça va être l'atome, lui et le cycle. Pythagore, c'est le nombre. N'est-ce pas? Empédocle, les 4 éléments, à savoir l'eau, le feu, la terre, l'air. Anaxagore, le nous, qui est un mot intraduisible, mais qui signifie simplement le principe directeur, n'est-ce pas, qui est à l'origine du monde. Voilà. Donc, dans les explications, la référence à des divinités disparaît pratiquement. Et c'est ça la grande rupture dont nous parlons et qui a occasionné la naissance de la philosophie. C'est pourquoi on considère ces philosophes-là comme étant radicalement les premiers philosophes de l'histoire. Maintenant, une fois que nous savons cela, après eux, il y aura Socrate, Platon, Aristote, Moyen-Âge, ainsi de suite. Et les philosophes vont se succéder dans le temps. Mais il faut qu'on revienne un temps soit peu maintenant sur les quelques définitions que l'on donne généralement à la philosophie. Il y en a une pléthore, il y a beaucoup de définitions et de bonnes définitions de la philosophie, mais très rapidement, ces définitions que normalement les candidats ont vues en classe, la première que l'on donne ici, c'est en rapport avec l'étymologie, une définition qu'on prête à Pythagore, n'est-ce pas, qui aurait dit que la philosophie est amour de la sagesse. Donc, ici,
la définition, l'une des définitions les plus célèbres et qui renvoie à l'étymologie, c'est la philosophie comme amour de la sagesse. Alors, pourquoi Pythagore définit la philosophie comme amour de la sagesse, amour et sagesse. Amour, ça veut dire tension vers, désir. Voilà. Et là, généralement, on fait référence au texte du banquet de Platon pour expliquer un peu ce que Pythagore entend ici par amour. Donc, le livre de Platon, dans lequel il est question de l'amour, c'est le banquet. Voilà. Et dans le banquet, justement, les personnages de Platon cherchent à nous dire qu'est-ce que l'amour. Et on peut schématiquement expliquer la définition la plus retenue, parce que étant portée par Socrate, parce qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la parole pour définir l'amour, n'est-ce pas? Mais ce qu'on va avoir ici, hein, si on schématisait un temps soit peu, c'est que ici, le Dieu de l'amour, et il faut très rapidement préciser que nous qui disions tout à l'heure que le mythe, la philosophie a dû rompre avec le mythe, si on nous entend parler encore de Dieu, ça peut sembler bizarre aux élèves. C'est pourquoi il faut très rapidement préciser que la plupart du temps, quand Platon fait référence au mythe, c'est dans une intention purement pédagogique. Le mythe n'a plus la même fonction qu'il avait auparavant. Ce mythe dont les philosophes se méfiaient, ce n'est pas le même mythe chez Platon. Platon étant un enseignant, créateur de l'académie, a le souci pédagogique de se faire comprendre. C'est pourquoi, dans son œuvre, on trouve plusieurs mythes qui l'aident à expliquer de façon plus simple, n'est-ce pas, des concepts ou bien des problématiques philosophiques. C'est pourquoi, dans le banquet, on trouve cette référence à Eros, n'est-ce pas, qui est le dieu de l'amour. Et Platon nous dit, Eros a été engendré par son père, ici Poros, qui est un dieu, et sa mère qui est Pénion, qui est un être humain. Donc ici, on a un être humain, une femme, un être humain. Là, on a un dieu. Là, on a un demi-dieu. Un demi-dieu, ou ce que les Grecs appelaient daimon, le démon. Donc, demi-dieu ou démon. Le démon étant un être qui naît d'un être humain, parce que dans la mythologie aussi, il faut le préciser, les dieux ne sont pas forcément des créateurs. Voilà. Presque leur différence avec les hommes, c'est l'immortalité. Mais ils ont les mêmes défauts, n'est-ce pas? Pour faire des enfants également, ils ont des relations sexuelles avec d'autres dieux ou bien avec des êtres humains. La preuve, Zeus, qui est le père de la mythologie, en tout cas des dieux grecs, la mythologie grecque, a eu beaucoup d'enfants par des relations extra-conjugales avec des femmes qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas avec des êtres qui n'étaient pas ses femmes, parce que sa femme c'était Héra, mais il avait des conquêtes, des aventures extra-conjugales. Et là, ça montre que dans la mythologie, les dieux ne sont pas des êtres parfaits comme les religions monothéistes, n'est-ce pas, on le dit de leur dieu. Donc, ici on a un demi-dieu, et on parle de demi-dieu quand celui qui naît vient d'un être humain et d'un dieu. Et dans le banquet, Platon dit Pénion
est pauvre, ignorante, il a les défauts d'un être humain. Alors que son père est riche, pour ne prendre que de qualité, et savant. D'où la question, où est-ce qu'on va placer le philosophe? Ici donc, le philosophe est entre l'ignorant et le savant. Maintenant, si on dit ça, un élève peut lever tout de suite la main pour dire, pourtant Socrate a dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est une question intéressante parce que ça permet de montrer que l'ignorance dont se réclame Socrate, elle est différente de l'ignorance de l'homme du sens commun. Quelle est la différence? C'est qu'ici, l'ignorant ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Comme dit Socrate, il n'a pas la science de son ignorance. Alors que l'ignorance du philosophe est une ignorance dont il a conscience. Il sait qu'il ne sait pas. C'est pourquoi il est en avance sur l'ignorant du sens commun. Parce que celui qui ne sait pas et accepte qu'il ne sait pas est sur la route du savoir. Parce qu'il est conscient, comme le dit le texte du banquet, de manque. Et quand on manque de quelque chose, on va à sa recherche. Alors que l'ignorance de l'homme du sens commun n'exprime pas un manque. C'est pourquoi l'homme du sens commun dort dans un certain dogmatisme et ne sent pas le besoin d'aller vers le savoir. C'est pourquoi, d'après Socrate, et on verra ça avec la deuxième définition, ce qui fait un philosophe, c'est d'abord l'acceptation de son ignorance. D'où sa fameuse phrase dont je parlais tout à l'heure, tout ce que je sais, en tout cas pour la formule la plus utilisée, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il accepte justement son ignorance. Voilà. Pourquoi il accepte son ignorance? Parce que justement, il est conscient de tout ce qui lui manque. Ça ne veut pas dire que Socrate n'était pas cultivé, n'était pas instruit, etc. Non. Il voulait dire simplement que s'il compare ce qu'il sait et ce qui lui reste à savoir, ce qu'il ne sait pas est beaucoup plus vaste que ce qu'il sait. Donc le philosophe se définit par l'humilité devant le savoir. Un bon philosophe doit être humble. Quel que soit ce que l'on sait, on ne doit jamais se suffire de cela. C'est pourquoi le philosophe est entre le conformiste, celui qui accepte tout, et le nihiliste, celui qui rejette tout. Le conformiste, c'est celui qui ne prend aucun recul par rapport à rien. Si c'était dans le domaine de la croyance, on dirait le bégot. Celui qui est un bégot, c'est quelqu'un qu'on peut convaincre facilement dans le domaine de la croyance. Vous voyez? Le nihiliste, lui, a priori, il considère que rien n'est vrai, rien n'est bon, rien ne mérite qu'on lui accorde l'importance. Il faut distinguer le nihiliste du sceptique. Parce que le sceptique, lui, ce qu'il rejette, c'est la vérité. Alors que le nihiliste, lui, ce qu'il rejette, c'est le tout. Dans le nihiliste, il y a le mot néant. Nihil. Le néant. Et le philosophe, justement, est entre le conformiste et le nihiliste. Parce que, tout en n'étant pas conformiste, c'est-à-dire acceptant tout, il ne rejette pas non plus tout. Il se donne simplement le temps de la réflexion, de la recherche. C'est pourquoi cette fameuse citation qu'on donne aux élèves en terminale, le philosophe, la citation de Jaspers, est en route. Il est sur le chemin du savoir, c'est un pèlerin du savoir, c'est quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut et qui va à sa recherche. N'est-ce pas? Donc, cette leçon-là est extrêmement riche, hein, mais je pense qu'on a abordé pas mal d'éléments aujourd'hui
Peut-être la prochaine fois, on va terminer avec les 2 dernières définitions et aborder également d'autres problématiques qui sont toujours dans ce programme de philosophie de terminale. Donc je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous la prochaine fois. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.